Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Eric. Bonjour Angélique. Alors Eric Poueys, tu es directeur de la relation client chez Pierre et Vacances et Center Parcs. Merci d'être parmi nous. Alors on m'a dit, tu vas voir, Eric, c'est un mec brillant, hyper humble. Tu te prêtes au jeu du buzzer. On est vraiment content que tu sois avec nous. Alors appuie sur le buzzer. Merci pour ces mots, j'appuie. Alors, la question s'est affichée à l'écran. La meilleure et la pire expérience client que tu as opérée dans ta fonction? Écoute, c'est une question facile pour moi. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le monde du voyage et des crises, on en connaît beaucoup, politiques, climatiques. Et la dernière, c'est celle du Covid. Ça a été la pire et la meilleure. La pire, pourquoi? Parce qu'en une seule journée, il a fallu gérer 175 000 clients en Europe avec des problématiques de passage de frontières, des restrictions d'accès sur nos Aquamundo chez Center Parcs, des stations de ski qui ont fermé le dimanche matin. Et cette crise-là nous a transformés en fait. Et depuis, on a fait énormément de progrès, on a digitalisé énormément, et puis on a inventé le télétravail. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est complètement dans les mœurs. C'est un point fort pour le recrutement, l'animation. Enfin, je veux dire, ça a vraiment transformé les métiers de la relation client. Pour nos conseillers et pour notre groupe. Est-ce que côté client, tu as une anecdote sympa à nous raconter, quelque chose qui s'est passé, qui t'a marqué sur cette période? Alors des anecdotes sur cette période, on en a plein. Ah, j'imagine. La première qui me vient à l'esprit, c'est en Belgique. Juste après le lockdown, en Belgique, des clients se sont présentés comme si de rien n'était. Ils n'avaient pas du tout écouté l'actualité. Ils sont arrivés avec leur famille, leurs animaux, pour passer un séjour. On leur a dit, mais en fait, il faut rentrer chez vous. Ils n'étaient absolument pas au courant. Ça, c'était une anecdote très sympa. Alors, appuie à nouveau sur le buzzer. Alors, quelle question? Très bien. Alors, je suis ravie parce que cette question-là, on ne l'a jamais eue pour le moment. Donc, le management pilotage RH idéal, c'est quoi pour toi? Alors ça, je dirais que ça va reposer sur des principes et des valeurs. Je ne sais pas si c'est idéal, mais en tout cas, je me plais à partager 4 valeurs essentielles dans mon travail avec mes équipes. La première valeur, c'est la bienveillance. Donc, c'est vraiment instaurer ce climat de confiance, de bienveillance entre eux et l'entreprise. Le deuxième pilier, c'est un pilier de clarté. Donc, être très clair dans les messages, très clair dans les objectifs, très clair dans les feedbacks. Le troisième pilier, c'est la réciprocité. Donc voilà, tout est dit dans le mot de réciprocité. Et le dernier, essentiel à mes yeux, et qui est vraiment en train de transformer les entreprises, et la nôtre en particulier, c'est la liberté d'innover, c'est l'entrepreneurship. Et derrière ce mot-là, on parle beaucoup aujourd'hui d'autonomie, donc on travaille très sérieusement sur des sujets très concrets pour pouvoir donner beaucoup d'autonomie à toutes les strates de l'entreprise. C'est un peu le nerf de la guerre, le management RH. Est-ce que vous avez des enjeux particuliers ou des projets sur 2024 ? Alors oui, on vient juste de finir notre INPS, qui est en progression, donc c'est une bonne nouvelle. On voit quand même qu'on a 2 sujets sur lesquels on doit travailler. Le premier, c'est la reconnaissance. Alors évidemment, le premier point qui remonte, c'est souvent la reconnaissance salariale, mais pas seulement. Justement, cette interview ici, pour moi, c'est aussi un moyen de reconnaître tout le travail qui a été fait dans le groupe. Mais c'est aussi de devoir travailler avec eux, avec les équipes, sur l'exposition de leurs talents. Et donc, j'ai eu l'occasion de recevoir les gens de la FRC il y a peu avec 25 de mes pairs. J'ai tenu évidemment à présenter certaines choses, mais c'est mes équipes qui ont présenté leur métier, leur victoire, leur savoir-faire. Et ça, j'ai trouvé que c'était un moment vraiment passionnant. Donc nous saluons le travail de tes équipes et nous les félicitons officiellement sur ce plateau. C'est ce que tu dis en fait. Absolument, je suis venu pour parler d'eux. Ouais. Et ben écoute, je suis convaincue qu'ils seront touchés parce que c'est toujours agréable de la part d'un leader, d'un manager, d'entendre une reconnaissance publique. Donc voilà, du coup je refaisais parce que je trouve ça sympa que tu le dises et qu'on l'entende. Est-ce que tu peux à nouveau appuyer sur le buzzer ? Ah ah ! Comment fais-tu pour insuffler la culture client
au cœur de l'entreprise? Ça, c'est une question très inspirante pour moi. La première chose qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des projets impactants. Je vais te donner un exemple très concret. La digitalisation pendant le Covid a accéléré le self-care et les bookings online ont énormément progressé. Et plutôt que de se séparer de nos effectifs, on a réorienté une partie de nos métiers et on a travaillé énormément sur la care dimension. Et donc, une partie de nos métiers aujourd'hui sont consacrés au pré-accueil de nos clients. Et ça, c'est vraiment impactant pour le groupe, puisque de mieux préparer le séjour, ça impacte la satisfaction. Les clients sont mieux préparés et pré-bookent beaucoup d'activités. Les deux impacts majeurs et visibles à l'échelle du groupe sur l'ensemble des pays, c'est 8 points de NPS sur la satisfaction gagnée, et c'est un spend, une dépense sur les sites qui est 4 fois supérieure aux clients qu'on n'a pas contactés. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'on a vraiment, c'est le Covid encore une fois qui a accéléré ça, mais on a évidemment plus de silos, on est très embarqué dans tous les projets IT, dans les projets web. On travaille de très très près avec les équipes web. On a beaucoup de techno, beaucoup de data, de speech analytics, sentiment analysis, et on est capable de remonter des axes de progrès très clairs sur tous les canaux et tous les métiers de l'entreprise, ceux qui sont visibles, mais aussi les invisibles. Je vais prendre un exemple tout simple, mais les factures, il y avait beaucoup d'incompréhension de clients sur la partie des factures. Et parce qu'on l'a mieux compris, on a pu impliquer les équipes comptables et on a réussi à impacter favorablement la baisse des appels de services liés aux problématiques de facture. Donc ça, c'est des exemples concrets. Et puis il y a un autre truc sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est à l'échelle européenne. On va lancer en janvier une Customer Week. C'est pas pour faire concurrence à la semaine de la relation client, mais c'est juste parce que c'est international. Et pendant une semaine, les équipes de la relation client vont porter tous les éléments de projet, tous les sujets très concrets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et on va essayer aussi de récolter du feedback client et de faire interagir les parcs et les résidences de Pierre et Vacances avec nous pendant une semaine. Donc le client sera vraiment au cœur de nos préoccupations. Ils peuvent même faire un atelier à FRC pendant la semaine en question. Tu vois, il n'y a pas de concurrence, il y a de la complémentarité, du développement de compétences et du partage. Merci beaucoup. Est-ce que tu retentes un buzz? Le dernier? Le dernier? Non, ce sera peut-être pas le dernier, on va voir. Ah, la techno de l'année pour toi. Alors ça, quelle est-elle? C'est la question la plus facile. C'est l'IA générative. L'IA est au cœur de beaucoup de nos projets depuis longtemps. Les algos de reco on-site, sur les sites web évidemment. Tous les sujets de segmentation, de personnalisation sont à base d'IA depuis longtemps. Par contre, l'IA générative, oui, elle a eu un effet très clairement d'annonce. On le voit dans la dépréciation des principaux BPO mondiaux. Ça va transformer notre métier. Donc nous, on a choisi de travailler sur 3 use cases prioritaires. Le premier, ça va être l'IA générative au service du conseiller débutant. Donc là, on lui a fait aspirer à peu près tous nos contenus de ce qu'on appelle le REF HD, mais c'est en gros le détail de nos produits. Et les vendeurs vont pouvoir poser toutes les questions, y compris des questions très précises sur les destinations et sur les activités, les événements vraiment saisonniers de la destination. Donc ça, c'est pour aider les nouveaux agents. Le deuxième sujet très concret, c'est la réponse aux réclamations. Donc là, on va sortir nos premières réponses fin de cette semaine. Et le troisième sujet, c'est on a déjà du speech to text, du sentiment analysis. Donc on va demander à l'IA générative de faire un résumé de la conversation pour pouvoir l'intégrer dans nos CRM, idéalement en cible à des fins de personnalisation. Donc voilà très concrètement les sujets sur lesquels on travaille. Et donc pour moi, c'est la techno de l'année. Alors sur la récla, en fait, c'est l'IA qui va faire toute la réponse, qui formule toute la réponse. Comment ça fonctionne? Moi, j'entends beaucoup parler d'agents augmentés. Ouais. Et je corrige tout le temps ce terme-là. Je dis non, moi, mon projet, c'est de l'IA boostée par l'humain. Donc l'IA, elle fait très bien le basique. Et franchement, sur le management des reviews, ça a été un cas assez drôle finalement, puisque depuis plusieurs années, tout le monde me dit « Ah, mais t'as mis une IA sur le traitement des reviews ». Je dis « Non, c'est vraiment des humains qui répondent ». Et quand on a démarré notre projet d'IA générative sur les reviews et sur les complaints, finalement, l'IA générative produisait exactement le même niveau de réponse que nos conseillers. Mais par contre, nos conseillers, ils ont utilisé cette première matière pour l'augmenter d'infos que l'IA générative n'aura jamais et d'une dimension émotionnelle qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire produire par l'IA générative. Génial. Écoute, je crois que cette fois, c'est ton dernier buzz. Applique-toi, on ne sait jamais. Alors, quelle entreprise t'inspire en ce moment en matière d'expérience client?
Alors, je crois que je n'ai pas le droit de répondre la mienne. Mais quand même, tous les matins... Cela dit, tu peux, hein. Tous les matins, oui, je suis très inspiré. Toi, tu es fier tous les matins d'aller au travail et de voir tes équipes. De travailler pour ces deux marques. Mais je choisirais de parler d'une autre marque, qui est le Café Joyeux. Ah oui. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui ne triche pas. C'est-à-dire que quand on réfléchit à cette question, on peut penser à des marques de luxe ou des marques de proximité. Chez le Café Joyeux, il y a un truc qu'ils ont et qu'on aura du mal à répliquer. C'est que la particularité des gens qui y travaillent, ils ont une dimension émotionnelle qui est démesurée par rapport aux gens qui ne sont pas touchés par le syndrome. Et donc ça produit quand même une ambiance et un partage d'émotions qui m'émeut personnellement. Et voilà, ça m'inspire énormément. Mais merci beaucoup, merci pour ton témoignage. C'était très intéressant. Donc, l'IA va être boostée par l'humain et l'humain a toute sa place, même si finalement l'IA va rendre des services assez importants, notamment sur la partie onboarding des collaborateurs et collaboratrices pour leur permettre justement de les mettre en confiance dans leur nouvelle mission. On est dans l'ère de la personnalisation et puis la crise Covid-19 a été un accélérateur. J'ai lu, même si la période était difficile, on le sait tous, mais j'ai lu la joie du leader d'avoir pu accélérer pendant la pandémie pour faire plein de choses. En tout cas, bravo pour cette belle dynamique et merci d'avoir été avec nous. Merci Angélique.